Mes chers frères et sœurs de la province du Nord-Ubangi, bonjour et bienvenue dans le regard du citoyen, votre rendez-vous d'analyse politique, économique, socioculturelle et de gouvernance de notre province. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, le crédit carbone et les cahiers de charges. Qui dit crédit carbone dit forêt. Et vous savez tous que nous, on nous appelle des forestiers. Chez moi, le terme pour désigner forestier, c'est Wangonda. Tout à l'heure, je demanderai à notre invité comment on dit forestier dans son coin. Pour analyser ce problème, pour parler bien de ces problèmes, nous avons un fils, un digne fils de la province du Nord-Ubangi, qui est de la diaspora. Euh, Flori Kumuteo, il est expert en crédit carbone, il est doctorant et en plus, il est président de l'association Congo Terre d'Asile Climatique. Vous comprenez que ça a trait au crédit carbone. Euh, Sans plus tarder, je vous mets directement dans le bain. Le crédit carbone, le cahier des charges, comment ça fonctionne. Cette analyse, nous la ferons à la lecture d'un contrat d'exploitation des crédits carbone qui fait couler beaucoup d'encre dans notre province. C'est le contrat qu'a obtenu la société ERA. On parlait régulièrement de ERA Businga. Bonsoir, Florie. Bonsoir, bonsoir Robert. Pour nos frères et sœurs qui sont ici pour la première fois ou qui vont vous voir pour la première fois dans ce cadre, si vous deviez vous-même vous présenter en 2 minutes, que diriez-vous? Oui, je suis Floribert Epekokunteo. Je suis doctorant spécialiste en finance et management des banques. Et puis, je suis en train de préparer ma thèse de doctorat en économie à la Middlesex University ici à Londres, en Angleterre. Je suis natif du Nord Ubangi. J'ai étudié au collège de Badolite. C'est là où j'ai terminé avant de venir ici pour continuer mes études supérieures. Et je suis aussi promoteur de l'association sans but lucratif Congo Terre d'Asie climatique qui a pour vocation de promouvoir la conservation des forêts. Et bientôt là, nous serons, d'ici la fin de l'année, de cette année, nous serons à Badolite pour installer notre bureau et commencer à travailler, à entraîner les populations autochtones à savoir comment conserver les forêts et aussi nos savanes, parce que les savanes aussi comptent dans la protection de l'écosystème. Et à partir de là, nous allons travailler ensemble pour promouvoir la protection de notre écosystème et entrer dans les marchés de carbone. Bien, tout à l'heure, je disais que chez moi, on appelle forestier Wangonda. Chez toi, puisque tu dis que tu es de Bosobolo. À Bosobolo, comment on appelle forestier? Il y a un terme Bon, plus bon, commun. il y a beaucoup de tribus. Je suis de la tribu Ngombe. Je pense Oui, qu'ils disent Mwanongonda. Donc, Mwanangonda. oui, je pense que c'est comme ça. Alors, les mots, j'ai un peu oublié parce que j'ai aussi grandi à Boubanda. Oui, J'ai un peu oublié, ça fait plus de 40 ans que j'étais là. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose comme à Kingbandi. parfait. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est le crédit carbone? En fait, le crédit carbone, c'est quand même un système assez récent. C'est un système de crédit d'émission de gaz à effet de serre qui sont achetés et vendus dans les marchés de crédit carbone. C'est-à-dire que
C'est un système qu'on a créé pour que quand vous émettez, quand vous produisez des gaz à effet de serre dans la nature, et la personne qui conserve ces gaz-là ou bien qui les évite, lui, il est payé et selon un certificat. Donc, le crédit des marchés de crédit carbone, dans les marchés de crédit carbone, on vous donne un certificat qui consiste, par exemple, à une tonne de gaz carbonique correspond à une tonne de crédit carbone. Et c'est un peu ça. Et c'est un mécanisme qui permet, parce que nous sommes dans une période où la température mondiale a augmenté de 2%, de 2 degrés Celsius, et c'est très dangereux quand nous continuons comme ça à cause de l'industrialisation. Alors, on a conçu ce système pour permettre aux gens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire, par exemple, les gaz carboniques qui sont nocifs pour notre santé et qui peuvent provoquer l'augmentation des chaleurs. Alors, on a créé ce système pour que les gens puissent faire des efforts de conserver, soit conserver euh, nos forêts, ou alors éviter des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, quand vous avez votre voiture, quand vous la conduisez, ou bien vous avez un camion, vous quittez Bosobolo pour venir à Badulite, certainement parce que vous avez mis du carburant, il y a des gaz qui se dégagent. Alors, le fait que vous dégagez, il y a des gaz qui se dégagent dans la nature, ça crée un réchauffement climatique. Et ça va provoquer des inondations, des érosions et tout consort. C'est pourquoi on a créé ce marché pour inciter les gens à conserver la nature et à réduire la température qui a augmenté de 2 degrés Celsius. Bien, puisque vous parlez de la forêt, il est à noter ici que la forêt, c'est notre survie. La forêt, c'est notre bien communautaire. La forêt, c'est aussi notre identité. Et donc, vous comprenez que tout ce qui touche à la forêt doit être vraiment sensible pour les fils et les filles de la région. Donc, puisque vous avez bien expliqué le crédit carbone, pouvez-vous nous dire le rôle, puisque quand on parle de crédit carbone, on parle souvent de cahier de charge, cahier de charge. C'est quoi le rôle de c'est quoi le cahier de charge et quel est son rôle dans ce mécanisme de marché de crédit de carbone? Ah, ça, c'est une bonne question. Le cahier des charges, en fait, c'est un document euh, qui, qui récolte toutes qui concerne tout le monde qui est impliqué dans la gestion de la forêt. C'est-à-dire que tout, ça peut être le gouvernement, ça peut être les promoteurs de produits, les promoteurs de projets comme nous à CETAC, nous sommes des promoteurs de projets. Ou bien dans les cas où vous avez spécifié des WWC, eux aussi ils sont promoteurs de projets. Alors maintenant, tout le monde qui est impliqué dans les projets de conservation des forêts, ou bien ça peut être aussi d'autres projets, tout le monde qui est impliqué, alors on met tout ce qu'ils ont comme rôle, comme objectif et tout dans un cahier de charges. Alors, l'esprit dans le cahier de charges est que les documents doivent être clairs pour que tout le monde qui est impliqué dans le projet puisse être informé de son rôle, des risques qu'il y a dans ce qui peut se passer dans le projet et quels sont les avantages qu'il y a et tout ça. C'est ça, en fait, un cahier de charges, si je peux expliquer comme ça. Donc, c'est un document qui réunit tout ce qu'on a comme méthodologie à utiliser dans un projet qui concerne un projet de conservation dans le cas de nos forêts dans le Nord Bangui, par exemple. Parlons maintenant du cas ERA, Lusinga, que nous avons choisi comme exemple. Est-ce que on peut dire, que dire alors de cahier de charges de ERA? Puisque dès l'annonce de la signature de ces contrats, eh ben, de voix se sont élevées pour dénoncer, dire que ces cahiers n'avaient pas respecté les normes. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, normalement, dans ce qui est conseillé au niveau de l'ONU, c'est que avant d'établir ce cahier de charges, vous devez mener une activité. Vous êtes promoteur de projets comme WWC ou bien comme CETAC. Je prends plus CETAC. Et vous, vous voulez mener un projet, par exemple, dans une forêt. Ou bien ça peut être aussi une savane, mais dans le cas précis, c'est dans une forêt parce que nous sommes forestiers chez nous dans le Grand Équateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ciblez la forêt que vous voulez euh, exploiter ou bien vous voulez conserver et vous devez contacter les habitants
de ce point-là pour leur expliquer quel est le but de votre projet. Alors, quand vous expliquez le but de votre projet qui concerne la conservation, vous leur expliquez quels sont les risques et quels sont les avantages qu'ils ont, qu'ils auront quand ils vont accepter ce projet-là. Maintenant, vous menez les activités qu'on appelle CLIP, c'est-à-dire que c'est aussi une campagne de conscientiser les gens, de leur expliquer le projet et puis d'obtenir leur consentement. Et ça, c'est très important parce que dans tout projet comme ça implique certains sacrifices, c'est-à-dire que vous n'allez plus utiliser la forêt comme vous l'aviez, comme les gens le faisaient avant. Vous savez, chez nous à l'Équateur ou bien dans le nord Ubangi, nous dépendons de la forêt. Quand quelqu'un veut manger, il doit aller à la forêt. Quand quelqu'un veut faire l'agriculture, il doit aller à la forêt. Quand quelqu'un veut attraper les gibets, il doit aller là-bas. Quand quelqu'un a ses vaches, il doit aller dans la forêt ou bien dans la savane. Tout ça, et c'est très important pour notre survie. Alors, quand vous venez comme ça pour toucher la survie des gens, il faudrait que les gens donnent leur accord. Et c'est dans cet accord-là qu'on doit dresser le cahier des charges dans lequel la population riveraine euh, donne ses avis, son consentement, moyennant un projet de développement qu'on appelle développement durable. C'est-à-dire que, quand nous cédons notre forêt, une partie de notre forêt, on ne cède pas tout évidemment, une partie de notre forêt, qu'est-ce que nous gagnons en compensation? Alors on appelle ça, on nous conseille de faire des activités de développement durable. Par exemple, assister dans l'infrastructure des écoles, des hôpitaux, par exemple, arranger les routes, par exemple, développer les milieux dans le sens installer, par exemple, l'Internet dans les écoles et promouvoir, fournir des matériels didactiques aux écoles et même dans les hôpitaux, les fournitures et tous les médicaments et tout ça, ça fait partie. Et puis, ça crée aussi de l'emploi. Alors, quand vous engagez les gens, ils gagnent de l'argent et puis ça lutte contre la pauvreté. Il y a aussi promouvoir les activités agricoles. Par exemple, vous pouvez venir amener des semences qui vont permettre à ce que les gens puissent produire, dans un petit espace, produire une grande quantité par exemple, des maïs, et des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Alors, tout ça doit être inclus dans le cahier des charges avant de commencer le projet pour avoir le consentement d'abord de la population et avancer. Mais Euh, le- Oui, concerne, oui, oui, vous pouvez continuer. quant à ce qui concerne l'entreprise ERA, je préfère appeler ça WWC parce que c'est ça qui est inscrit dans le contrat. En fait, c'est une grande compagnie euh, multinationale qui est vraiment expérimentée dans la gestion des forêts. Ils sont partout dans le monde, je peux dire, ils sont en Amérique latine, au Brésil, en Colombie, aux Philippines, au Vietnam. Ils sont en Afrique, au Congo chez nous, en RDC, je veux dire. Et ils sont aussi au Kenya et un peu partout. Et ils aident à conserver la forêt et en contrepartie, ils vendent les crédits carbone de leur travail dans les marchés internationaux de crédit carbone. Donc, c'est une grande entreprise d'origine américaine d'ailleurs et qui travaille dans ce cadre-là. Mais quant à ce qui concerne leur présence dans le Nord Ubangi, je voudrais, dans un premier temps, je vais dire que c'est une bénédiction pour nous, premièrement. Pourquoi? Parce que avoir une très grande entreprise comme ça qui arrive chez nous pour nous apprendre à conserver la nature, c'est vraiment très important. Parce que ça, c'est ce qui est positif. Parce qu'après un contrat, par exemple, de 30 ans, par exemple, pour les Red Plus qu'ils sont en train de faire, je pense qu'après 30 ans, les gens auront l'expérience à partir de ce qu'ils ont, parce qu'ils sont vraiment expérimentés. Ils ont l'expérience, ils vont nous apprendre à conserver nos forêts et en conséquence, nous allons participer à la lutte contre le réchauffement climatique chez nous d'abord dans le Nord Bangui et partout dans le monde. Dans Oui, un premier temps, c'est une bonne présence. mais là, je vais vous couper quand même. CETAC fait partie des associations qui, avec ADENU, ont déposé une plainte contre WWC Congo pour la simple raison que le contrat n'était pas opaque, c'est rempli d'irrégularités, notamment l'élaboration des cahiers des charges. S'il y a des irrégularités, quels sont les risques qui sont associés à cette situation? Bon, s'il y En a cas des d'irrégularité irrégularités, dans évidemment, l'élaboration de cette charge.
Oui, s'il y a des illégalités, et il y en avait évidemment, il y en a, à avoir le contrat, parce que normalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ici le contrat que CETAC a avec la population locale de Walikale, qui est un territoire dans le nord Kivu. Je ne sais pas si vous, mais je vais lire pour vous. Ici, nous avons un contrat de 50 000 hectares avec la communauté forestière de Motondo. Et ils ont obtenu leur documentation à partir de la province et ils ont le droit de travailler avec nous. Alors, tandis qu'il y en a au nord du Bangui, aucune association ou aucun villageois ou aucun groupement et aucune entité territoriale euh, coutumière n'a eu ce document pour travailler avec eux. Je vous présente encore, il y a ici la concession forestière de Kami, toujours dans le Walikale, nous avons encore 50 000 hectares. Donc, nous avons comme ça quatre groupements de gens dans le Walikale avant qu'il y ait la rébellion là-bas. Nous avons à peu près 200 000 hectares. Mais le propriétaire de la concession, nous amenons notre connaissance technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on leur apprend comment gérer la forêt et nous sommes vendeurs de crédits carbone. Mais dans ce cas-ci précis, nous partageons avec eux les revenus dans notre cahier des charges. Maintenant, le cas qu'il y avait avec les gens de WWC, ils ont obtenu l'autorisation au niveau du gouvernement central et ils sont descendus vers nous, donc vers la population locale pour leur expliquer. Mais normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est on part de la base vers le haut. C'est-à-dire que nous, vous allez voir, quand nous serons dans le Nord Bangui, bientôt là, nous allons d'abord expliquer à la population le bien fondé de conserver les forêts, ou bien, et dans notre cas, nous allons ajouter aussi les savanes. Eux, ils fonctionnent seulement dans les forêts, mais nous allons inclure et les savanes et les forêts. Et quand nous obtenons l'autorisation et l'adhésion de la population, alors nous informons le je ne sais plus comment on appelle, l'administrateur du territoire. Il a le PV de notre entretien avec le groupe, les groupements des, des autochtones, et puis il fait passer ça au niveau du gouvernorat, au niveau des badoulités, et on nous donne le droit d'exploiter avec les villageois. Mais tandis qu'eux, ils sont passés un peu, et puis notre document va aller de la base jusqu'au niveau du gouvernement central. Mais eux, c'était le contraire. Je comprends, ils sont une entreprise internationale. Il n'y a pas vraiment de natifs de chez nous là-bas. Alors, ils ont eu d'abord l'autorisation et ils sont venus informer la population. Heureusement que nous avons soulevé ces illégalités. Il paraît qu'ils sont en train d'arranger, ce qui est bien. Il paraît ils sont en train d'arranger et qu'ils sont en train de faire maintenant un cahier de charges. Nous ne l'avons pas, mais ce sont les témoignages que nous avons des gens, de nos frères du Nord Ubangi, qui sont en train de travailler. D'ailleurs, ils auraient construit un pont ou ils sont en train de construire une école dans un des villages où il y a leur projet. Donc, c'est un peu l'inverse. Mais comme ils sont en train de se corriger, je pense que euh, c'est grâce à notre effort qui a fait sortir ces irrégularités et maintenant ils sont en train un peu de se corriger. Si réellement ce qu'ils sont en train de faire est bien, mais sinon au début c'était pas correct. Bien, Et quel enseignement peut-on tirer de ce cas de WWC, WWC pour améliorer la gouvernance de projets de crédit carbone chez nous en RDC? l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est ce que je viens de vous montrer, les communautés locales. Je prends ma communauté locale, je suis du Nord Bangui, je prends ma communauté locale, le groupement des Bosso Sama. Les gens qui vont nous attendre, ils connaissent Bosso Sama, c'est un village, c'est un groupement. Avant d'arriver à Bossobolo, c'est à peu près, je crois, 15 km de Bossobolo. C'est mon groupement où je suis natif. Quand j'arrive là-bas, ils doivent obtenir un document, comme on a fait dans le Kivu. Qui Ils ont, délivre ces documents? c'est le gouverneur de province. OK. Ouais. Quand la population locale obtient leur CFCL, leur concession forestière, qui est une communauté locale, parce que chez nous, nous fonctionnons, aucune personne chez nous n'a la forêt. Ce sont les communautés qui ont la forêt. Maintenant, votre groupement obtient son document qui lui donne le droit sur la terre et toute personne qui vient maintenant doit travailler avec le groupement.
Donc, j'arrive par exemple à Bosso-Sama, j'explique mon projet au groupement et puis, euh, et nous faisons l'effort pour qu'ils obtiennent leur document au niveau du groupement. Et puis, la province émet ce document qui leur donne le droit d'avoir. La province peut donner jusqu'à 50 000 hectares. Et de là, nous pouvons travailler avec eux. À ce moment-là, ils sont propriétaires de leur concession. Et ensuite, ils sont co-bénéficiaires. Donc, ils sont des associés, en fait. Et c'est ce qui se passe au Brésil. Et c'est ça qui provoque le développement durable. Parce que qu'est-ce qui se passe? On n'est pas contre une entreprise pour venir installer. Je veux vraiment que nos frères nous entendent très bien. Nous ne sommes pas contre qu'une entreprise puisse s'installer dans le Nord Ubangi. Le WWC, c'est une grande entreprise multinationale qui a un très grand capital et qui a une expertise avérée dans la conservation. Mais qu'est-ce que nous demandons, c'est que nos populations locales, j'arrive à Wapinda, les gens, le groupement de Wapinda obtiennent leurs documents, comme ça se fait dans le Kivu, comme ça se fait partout ailleurs, et avec eux, je travaille. Avec eux, CETA travaille. Avec eux, WWC travaille. À ce moment-là, ils sont co-bénéficiaires. Au lieu que nous venions, nous leur imposons des trucs que souvent ils ne comprennent pas, parce que c'est un truc quand même assez complexe. Il y a des calculs où il faut le faire et il y a des standards qu'il faut suivre, c'est-à-dire standards, ce sont les méthodologies qu'il faut suivre et tout. C'est quand même assez complexe, ça je reconnais, et beaucoup de gens chez nous ne savent pas. Mais s'ils ont ne fût-ce que la concession qui leur appartient, ils ont déjà le droit qu'ils peuvent grandir et plus tard, les gens, avec la formation qu'ils auront, ils peuvent être capables d'animer leur propre activité. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous recevez une entreprise multinationale, généralement, ils viennent à la recherche des capitaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a fuite des capitaux. Et c'est l'une des causes du sous-développement aussi chez nous dans nos pays sous-développés. Parce que l'investisseur vient, en réalité, il ne vient pas pour vous, il vient évidemment pour chercher à augmenter son capital. Et dès qu'il a le projet fini, c'est fini, il part. Parce qu'on vous donne par exemple 30 ans pour le RED Plus et vous partez. Mais qu'est-ce qui reste après chez nous? C'est comme la présence de certaines compagnies qui étaient là, par exemple Coton Zaire et tout ça, ils ont disparu et on n'a plus rien. Vous voyez. Mais quand ce sont les natifs qui sont propriétaires de leurs terres ils sont aussi co-bénéficiaires vraiment légalement de ces projets de conservation, vous allez voir qu'à la fin des temps, il y aura un développement. C'est-à-dire il y aura l'émergence des gens qui auront un capital, il y aura, donc les gens auront de l'argent pour réinvestir dans leur propre milieu. Mais sinon, avoir une entreprise qui vient pour investir, ce n'est pas un problème, mais ce qui est encourageant. Et là, je demande au nouveau gouverneur de veiller à ce que les communautés locales puissent avoir leur propre concession. Ça, c'est très, très, très important. Parce qu'ils ils seront copropriétaires. Et avec le temps, on n'aura pas vraiment besoin de gens pour venir. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Quand vous allez au Brésil, c'est rare de trouver quand même. Vous allez trouver des petites entreprises. Mais chez nous, au Congo, j'ai vérifié, il n'y a pas de Congolais qui ont des concessions et qui travaillent pour vendre leur crédit carbone. C'est ça, souvent, vous allez voir Greenpeace est là-dedans, vous allez voir WWF là-dedans et tout ça parce que les gens ne sont pas suffisamment informés. Mais comme nous sommes informés, il faudrait que le Nord Bangui prenne le dessus a commencé à avoir des concessions des forestières locales pour les communautés et avec le temps, ils vont bénéficier. Ça va provoquer, parce qu'il y a des fois que le crédit carbone paye quand même bien. Oui. Évidemment, le marché fluctue beaucoup, mais quand même, ça paye bien. Merci, Florie. Je pense sur ce point précis, CETAC et ADNOU ont élaboré un travail qu'ils ont déposé auprès du gouverneur sortant pour la sensibilisation et l'octroi de permis d'exploitation communautaire. Et donc, c'est un appel ici que nous adressons à nos autorisés. Avez-vous un message pour la fin? Le message de la fin, je dirais, c'est à deux niveaux. Au niveau national d'abord, et puis au niveau local de notre province. Et c'est aussi valable pour d'autres provinces. Au niveau national, nous avons travaillé, quand je dis nous, c'est-à-dire Congo Terre d'Asie climatique, CETAC,
Nous avons travaillé depuis 2022 pour installer ce qu'on appelle le registre national de carbone. Nous avons travaillé avec le ministre M. Nyamugabo et il était vraiment positif. Et après, nous avons travaillé avec Maman F. Bazaïba et son Excellence Maman F. Bazaïba qui vient de quitter ce département-là de l'environnement. Nous- il faut d'abord que l'État congolais puisse avoir un registre de carbone. C'est quoi un registre de carbone? C'est un dispositif qui sert à quantifier les émissions de gaz carboniques qui se font dans tout le pays. Par exemple, au Katanga, par exemple, il y a beaucoup d'usines d'exploitation minière. Ces usines-là dégagent beaucoup de gaz carboniques. Il faut les quantifier, il faut les estimer. Et après, il faut aussi quantifier les efforts que les gens font pour conserver, pour éviter ces gaz carboniques ou carrément les séquestrer. Par exemple, l'effort que fait WWC. À ce moment-là, nos crédits carbone, quand nous les vendons, l'État congolais sera capable de les vendre sous forme de ITMO. ITMO, c'est Internationally Transferred Mitigation Outcome. Cela veut dire que les crédits carbone que vous allez vendre, si c'est l'État qui vous donne la permission, on appelle ça Letter of Authorization, ça vous donne l'autorisation de vendre vos crédits carbone sous forme de ITMO. À ce moment, le prix est très élevé et ça se vend au comptant. Par exemple, les entreprises aériennes, toutes les entreprises aériennes d'ici 2027, ils seront obligés, pour utiliser les avions pour des vols internationaux, ils seront obligés d'acheter les Corsia. Les Corsia, ce sont les crédits carbone qui sont éligibles et qui sont émis normalement, qui ont l'autorisation de l'État de les vendre. Par exemple, pour le moment, prenons que c'est des crédits carbone au niveau de, par exemple, 10 millions. Prenons 10 millions. Maintenant, quand on voit que nous avons pu séquestrer beaucoup plus au Congo par rapport à nos Auparavant, émissions de gaz de au- carbone, l'excédent peut être vendu dans un autre État. oui. Oui. À ce moment-là, ça prend. Et pour le vendre, vous devez avoir un registre national de carbone. Nous avons beaucoup C'est que travaillé la dessus. RDC n'a pas au stade actuel. Non, non, non. La RDC n'a pas de registre de carbone. Les ministres se sont informés. Le ministre Nyamugabo était vraiment. Nous avions pratiquement signé un contrat avec lui pour installer. Nous pouvons installer. Nous avons euh, tous les appareils possibles pour installer ces registres au niveau de Kinshasa. Et pour l'installer, aucun privé ne peut installer le registre sauf si le gouvernement donne l'autorisation à une entité privée de l'installer. C'est ce que nous avions travaillé parce que le gouvernement congolais n'a pas un registre. Alors, quand vous installez un registre, vos crédits carbone sont vendus. Je donne l'exemple, en décembre dernier, non, en 2024, la République de la Guyane, parce qu'ils ont le registre, ils ont vendu 15 millions de crédits carbone. La République de Guyane est plus petite que la province du Nord-Ubangi. Écoutez bien, ils ont vendu 15 millions de crédits carbone sous forme de ITMO et il y a eu tout un événement. 15 compagnies d'aviation sont venues acheter au comptant à 21,7 $. Donc, la Guyane a encaissé 345 millions de dollars cash. Donc, si nous travaillons bien, le gouverneur peut m'entendre, si nous travaillons bien, la province du Nord-Ubangi est capable de produire, je mets quiconque au défi, est capable de produire 345 millions de dollars cash. Pas question de dette aller à la banque, non. Mais à condition que le gouvernement central puisse avoir un registre de carbone. Il y a eu un nouveau gouvernement. Nous allons encore travailler avec le ministre. On a eu un peu discuté. On a travaillé pendant. Imaginez-vous, nous sommes en 2027, ça fait 3 ans qu'on lutte pour des raisons qui sont subjectives. À un certain moment, on ne voulait plus nous recevoir. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais du moins, je reconnais que l'autre ministre, le ministre président, avait beaucoup travaillé pour qu'on puisse installer le registre de carbone. Et s'il m'entend, ben, j'apprécie ses efforts. Mais quand c'est arrivé autour de Maman Eve Bazaï, ben, je ne l'accuse pas, mais les, les, les démarches ont un peu boité. Mais on ne va pas se décourager. Maintenant, peut-être qu'on demandait que l'État congolais puisse déposer
un peu d'argent, mais cette fois-ci, nous allons amener toute l'infrastructure nécessaire pour que le gouvernement congolais puisse avoir un registre national. Ça va nous permettre de vendre un peu plus vite. Mais quand vous produisez de carbone sans registre, de registre national de carbone, vous allez produire comme WWC. Et ça peut aussi traîner. On peut ne pas acheter. Si vous produisez, si vous avez par exemple un certificat chaque année de 10 millions de crédits carbone, vous pouvez ne pas vendre le tout. Bon, WWC, ils sont assez connus, ils peuvent vendre, mais je ne pense pas parce que je les ai vus aussi. À un certain moment, ils n'ont pas pu tout vendre. Parce que je suis dans le marché, je sais comment, et je sais quand ils vendent et ils ne vendent pas, je le sais. Donc, beaucoup d'entreprises sont comme ça. Alors, ceux qui bénéficient plus, ce sont il faut vraiment faire pression. Nous-mêmes, avec cet acte, nous faisons aussi pression pour faire comprendre. Et bientôt là, nous devons entrer en contact avec le nouveau ministre de l'Environnement pour qu'il puisse accepter d'installer le registre de carbone. Ça, c'est au niveau national. Ça va permettre à ce que les entités, nos entités décentralisées, telles que la province du Nord-Ubangi, est capable de générer beaucoup d'argent. Nous Et n'aurons plus au niveau provincial, au qu'est-ce qu'il niveau faut faire? Au provincial. niveau national, il faut établir le registre. Ouais. Et au niveau national, au niveau provincial, qu'est-ce qu'il faut? Au niveau provincial, il y a deux D'accord. volets. Premièrement, encourager les initiatives des, des autochtones parce que l'argent vendu va revenir chez nous. Et au niveau des documents, je pense que c'est ce que vous aviez signalé tout à l'heure, le titre foncier communautaire. Oui, il faudrait que Il le n'existe pas gouverneur, encore dans la province du Nord-Ubangi et que les nouvelles autorités peuvent mettre en marche, ce qui peut être en avantageux tout cas, pour qu'il la soit souple population pour locale. donner des documents aux gens. Et puis, et deuxièmement, qu'il participe qu'ils participent. Prenons une grande entreprise qui vient, qui prend 300 000 hectares. Mais qu'est-ce qui empêche, si j'étais gouverneur, qu'est-ce qui m'empêche d'imposer que dans les 300 000 hectares, le gouvernorat a 30 000 hectares, rien que 10%. Quand vous attendez les taxes, tous les gouverneurs ne vont pas me contredire, ça va aller à Kinshasa, et puis ça va, pour revenir, on prend, et puis vous n'avez pas grand-chose. Mais si vous avez 30 000 hectares, c'est ce qui s'est fait au Brésil. C'est le cas de Brésil et de Colombie que j'ai pris. Si la province a 30 000 hectares, peut-être qu'elle peut, dans les 30 000 hectares, vous n'investissez rien. L'investisseur qui vient, qui prend 300 000 hectares, il a 270 000 hectares et remet à la province 30 000 hectares. Et dans les 30 000 hectares, il aura un revenu considérable pour le développement du Nord-Ubangi. Il n'y aura pas à attendre tout le temps Kinshasa. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Chers frères et chères sœurs de la province du Nord-Ubangi, restons vigilants et informés. La justice climatique passe aussi par une gouvernance transparente et inclusive des projets environnementaux. Donc, ce qui est important est que ce n'est pas parce que on nous apporte, on met un peu d'argent sur la table que nous devons sauter sur l'occasion. Il faut que toutes les compétences, que toutes les couches puissent discuter pour que notre forêt ne soit pas vendue pour de miettes. À bientôt pour un nouveau regard du citoyen. En attendant, partagez cette vidéo. Merci, Florie. Merci beaucoup, Robert.